Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette édition du vendredi 21 janvier de notre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et pour décrypter, analyser cette actualité de la semaine, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on commence, j'allais dire, par un retour vers le futur, puisque, comment dirais-je, Microsoft innove avec Teams en réinventant la fonction de Talkie-Walkie. Ce qui est quand même plutôt amusant pour les plus anciens d'entre nous. Bon, mais ça correspond quand même évidemment à une demande des utilisateurs. Sinon, on imagine que c'est pas uniquement pour faire plaisir. Alors, déjà la première remarque, c'est que Teams s'installe de plus en plus comme un outil majeur pour Microsoft et cette offre de fonctions. En tout cas, Microsoft fait tout pour que ce soit. Oui. Malgré, on pourrait faire une remarque, malgré son ergonomie, qui n'est pas discutable. Voilà, et puis quand même une lourdeur. Si on n'a pas un PC, je dirais costaud, c'est quand même un peu difficile à mettre en route. Mais enfin, bon, peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'effectivement, donc là, Microsoft intègre cette fonction. Alors, je sais pas si on dit walkie-talkie ou talkie-walkie, tout dépend si on parle en marchant ou on marche en parlant, ça dépend. Donc c'est en fait c'est une sorte d'utilisation dérivée d'un produit, un peu comme un médicament qui est fait pour soigner une maladie particulière. Tout d'un coup, on découvre une deuxième utilisation. Là, c'est un peu le cas. Et alors, c'était disponible déjà pour les appareils Android, et là, ça devient disponible sur tous les systèmes, évidemment les systèmes iOS. Et alors, l'idée au départ, c'était bien effectivement de remplacer le vrai walkie-talkie, c'est-à-dire des systèmes spécifiques qui utilisent, enfin, qui proposent cette fonction-là, puisque c'était proposé sur des terminaux durcis de Zebra Technologies. D'accord. Donc, bon, ça correspond à une demande sur un certain nombre de métiers. Voilà, alors l'objectif, c'est pas de l'utiliser quand vous êtes à votre poste de travail, mais et donc ça peut être intéressant quand vous êtes sur un chantier, ou vous avez à communiquer avec quelqu'un qui est sur un chantier, vous êtes dans une situation un peu compliquée, et donc vous avez cette nouvelle fonction, alors qui s'appelle dans Teams, s'appelle Push to Talk, donc vous appuyez sur. Oui, c'est un peu c'est le nom moderne pour ce genre de fonctionnalité. Alors c'est assez amusant, comme je disais au départ, ces retours vers le futur, parce que finalement, c'est même encore plus ancien que nous, si je puis dire, que notre génération, puisque j'ai regardé à l'occasion, je le savais pas, c'est un ingénieur canadien qui a créé ça en 1937. Donc vous voyez que ça rajeunit pas grand monde. Et les premiers modèles ont été commercialisés, donc ça a été utilisé à des fins militaires, on imagine assez facilement, avec des rayons d'action limités, considérables, à quelques centaines de mètres. Le premier modèle qui était commercialisé par Motorola en 1940, il pesait 17 kilos. Voilà. Vous voyez que le militaire était un peu harnaché, il fallait rajouter ça. Et puis ils ont fait de très gros progrès de miniaturisation, puisque un an plus tard, ils proposaient un modèle qui ne pesait que 2,5 kg. Donc vous voyez que c'est... il y avait déjà la loi de Moore à l'époque. Alors, si on en revient à Teams, donc il y a cette fonction-là, et puis il y a une intégration aussi, par exemple, avec Power Apps et Viva. Donc ça veut dire que, par exemple, si on prend le cas de Viva, vous savez, on en avait parlé, c'est dans le cadre de l'expérience des employés dans l'entreprise. Eh bien, ils pourront suivre leur formation directement dans Teams, au lieu de sortir de Teams et passer par une application spécifique. Donc au fur et à mesure, Teams va prendre une espèce de hub sur lequel vont se connecter tout un tas d'applications périphériques. Donc bon, je dirais que ça va dans le sens de l'histoire, et on aura sans doute l'occasion d'en parler de nouvelles fonctions dans les mois et les semaines à venir. Alors, autre sujet, j'allais dire classique et attendu, le bilan annuel du César en matière de sécurité, donc bilan 2021. Qui, évidemment, on connaît tous la situation, on a vu passer toutes ces news sur le ransomware. Alors, aujourd'hui, quelle est la vision du César au travers de cette nouvelle étude? Donc, à la même période, il y a le César et le Clusif qui ont fait leur rapport annuel, et on a choisi celui du César, mais les deux sont très complémentaires, parce que finalement, le Clusif, qui est une organisation un peu différente de celle du César, le Clusif intègre à la fois des RSSI, mais aussi des fournisseurs.
fournisseurs, ce qui n'est pas le cas du CESIN, qui est strictement, spécialiste sécurité RSSI dans les entreprises. Et donc, l'occlusif, lui, fait plutôt un panorama, je dirais, de la cybercriminalité du point de vue des attaques qui ont été faites. Là, c'est plutôt du point de vue de ce qu'ont fait les entreprises pour lutter contre la cybersécurité. Et donc, c'est un éclairage intéressant. Je dirais que la principale donnée qui est proposée dans cette étude, c'est que une entreprise sur deux indique avoir été attaquée au moins une fois. Bon, ce qui est pas très surprenant, mais ce qui est quand même significatif. C'est un chiffre qui est un petit peu en retrait par rapport à l'année d'avant. L'analyse du CESIN, c'est de dire c'est finalement une réponse à un équipement plus renforcé qu'ont consenti les entreprises pour améliorer leur sécurité, avec par exemple la mise en place des EDR, donc plus 16%, le renforcement de Active Directory, donc on en a déjà parlé, on sait que c'est vraiment en matière de sécurité, c'est un maillon faible. La mise en place d'exercices de sécurité, parce qu'on sait que finalement la sécurité c'est à la fois de la technologie, mais c'est beaucoup d'humains, et si on met pas en place des exercices réguliers, finalement on aura beau avoir la meilleure technologie du monde, ça servira pas à grand chose. Et puis l'amélioration de la sécurité des backups. Donc ça c'est les principaux outils qui ont été mis en place. Et puis avec le développement du télétravail, ça surprendra personne. Il y a le développement de l'installation des VPN, donc c'est clair, et ça c'est quasiment obligatoire. L'authentification à 2 facteurs, donc là aussi c'est donc je dirais que c'est un bilan qui est plutôt positif que nous propose le CESIN, et qui devrait pousser les entreprises à montrer que quand on met les moyens nécessaires, on peut faire face. On a des résultats en face. Très bien. Alors, comme chaque semaine dit, on a une partie financière dans cette émission hebdomadaire. Alors, cette fois-ci, elle est un peu chargée. Oui, c'est un peu le Monopoly cette semaine. Alors, on commence par l'index le Cloud Index, dont on a déjà parlé, qui est un index qui regroupe des valeurs de la tech. Évidemment, comme son nom l'indique, centré sur le cloud. Je vais faire un mauvais jeu de mots, je veux dire qu'il y a des nuages dans le cloud, oui. Ou des ratés dans le cloud, comme on peut en matière de évolution des valeurs. Comme vous dites, on avait déjà parlé à plusieurs reprises, et là, pour le coup, c'est un indice qui a été constitué par une société qui s'appelle Bessemer Venture Partners, donc c'est une société d'investissement, et qui a mis en place cet indice en août 2013. Et donc, en août 2013, on met les compteurs à zéro, on a le Dow Jones, on a le Standard & Poor's, on a le Nasdaq, et puis on a ce nouvel indice qui est constitué des valeurs cloud, et donc on part à zéro. Et puis on regarde l'évolution de ces courbes, et donc quand on en avait parlé à plusieurs reprises, ce qu'on constate, c'est une explosion des valeurs du cloud. Et là, pourquoi on en parle, c'est parce que en fait, et c'est un peu contre-intuitif et paradoxal, c'est que en 2021, les valeurs du cloud, donc les valeurs du cloud qui constituent cet indice, elles se sont alors effondrées, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas moins 20%. Donc c'est quand même significatif. Alors que le Nasdaq pendant ce temps-là a largement les 3 autres indices ont augmenté entre 10 et 20%. Donc ça interroge. C'est vraiment surprenant. Alors, si on regarde les principales capitalisations boursières qui ont un impact le plus important sur ces valeurs, quels sont les fautifs, si je puis dire. Alors, il y a les coupables. Les coupables. Oui, fautif et coupable. Il y a des entreprises qu'on connaît pas très bien, enfin qu'on connaît mais qui n'ont pas d'incidence trop dans notre secteur à nous. Il y a PayPal, Shopify, Square, donc c'est du paiement mobile. PayPal, on connaît aussi. On connaît. Donc là, c'est effectivement c'est des baisses significatives.
Et puis il y en a deux autres qui sont pour elles dans notre secteur. Donc il y a ServiceNow, moins 4%, donc je dirais que c'est pas considérable. Et puis alors je dirais que le gros coupable c'est Zoom. Alors coupable il y est pour rien, hein, c'est les investisseurs qui décident finalement. Et donc Zoom c'est moins 58%. Alors que vous vous souvenez qu'on en a parlé à plusieurs reprises pendant la pandémie, qui n'est pas encore terminée. Zoom avait complètement explosé. Donc on est un peu surpris. Et d'ailleurs on terminera ce segment en restant surpris parce qu'on comprend pas très bien. Alors on se dit pourquoi Zoom? On regarde les résultats de Zoom. On a les 9 premiers mois de Zoom et on voit que Zoom a réalisé 3 milliards de chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année 2021, à comparer à 1,7 milliard sur l'année précédente, la période équivalente. Donc ça double. Une croissance correcte. Des bénéfices qui sont pas considérables, mais autant l'année d'avant des bénéfices quasiment nuls. On pouvait le comprendre puisque il fallait investir, suivre. Voilà, ils ont mis le paquet pour assurer ce développement. Cette année, enfin en 2021, on a des bénéfices qui sont de l'ordre de 80 millions de dollars. Bon, c'est pas par rapport à 3 milliards de chiffre d'affaires, c'est pas considérable, hein, c'est pas. Mais c'est reste encore une start-up qui est en phase de croissance. Donc mais malgré tout, c'est quand même pas, c'est quand même pas mal. Donc on reste quand même assez dubitatif et on se dit, les investisseurs ils pensent toujours que les arbres ils vont monter au ciel. Oui, il paraît pas forcément. Ou alors peut-être que en gros ils se disent la pandémie est finie, c'est la fin de Zoom et puis ce serait intéressant de savoir les. Oui, il paraît peut-être sur Teams en fait, c'est peut-être ça aussi. Alors il paraît peut-être surtout sur Microsoft walkie-talkie. Alors autre annonce de la semaine, c'est un nouveau nom du chapeau, Trellix. Qui regroupe deux acteurs pour le coup bien connus, hein, McAfee et FireEye. Alors j'allais dire, est-ce que c'est la fin un peu de cette espèce de mouvement on ne sait pas, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de serments, notamment McAfee, c'est quand même une valeur qui a passé par tous les États. Oui, alors l'entreprise, c'est un peu compliqué quand même. Oui, c'est pas la fin, c'est sans doute pas le début, mais en tout cas, ça va se continuer. Et donc, on en avait parlé parce qu'on avait constaté à plusieurs reprises dans le domaine de la sécurité, qui est un domaine qui est extrêmement émietté, et les fonds d'investissement ont été très actifs, et donc ont racheté tout un tas de sociétés. Donc là, il se trouve que c'est le fonds STG. On avait parlé de Thomas Bravo, qui a un portefeuille considérable. Et donc là, en gros, comme ils rachètent tout un tas de sociétés, ils se disent on peut réorganiser les choses. Et puis donc c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Trellix. Donc Trellix, c'est McAfee s'est séparé, donc est entré en bourse et donc c'est séparé de sa partie division entreprise, solutions d'entreprise. Donc ça a été racheté par STG. Et puis FireEye, donc qui était une société d'intelligence sur la sécurité, de threat intelligence comme on dit en bon français. Lui, ou elle, s'est séparé de sa division produit. Donc ils ont gardé cette activité service, on va dire, sous le nom de Mandiant, je crois, Mandiant avec un A, il me semble. C'est pas comme ça que ça se prononce, mais peu importe. Et donc ils ont vendu à STG la partie produit. Et donc STG a combiné les deux pour en faire un spécialiste dans le domaine du XDR. Donc le XDR, c'est en gros l'idée de collectionner les données à tous les niveaux possibles, au niveau des emails, des PC, des serveurs, des réseaux, pour avoir, je dirais, une bonne idée de ce qui se passe et établir d'anticiper d'éventuelles compromissions. Et donc le problème c'est que c'est un secteur qui est extrêmement encombré. On peut en dénombrer au moins une quinzaine d'acteurs significatifs. Donc est-ce que ce sera une bonne idée ou pas? Ça, on verra plus tard. Juste un petit complément sur le mot Trellix. Donc l'idée c'est, vous savez, les treillis, c'est les espèces de quadrillages que vous mettez sur les murs pour que les plantes grimpent dessus et qu'elles soient bien accrochées. Elles sont finalement quand elles sont sur ce treillis, on peut, elles tiennent et elles sont bien accrochées. Donc c'est un peu l'idée de l'entreprise résiliente avec Trellix, si vous avez. D'accord. Et alors si je complète, puisqu'on est dans le domaine de
la sécurité. Je reviens sur le César. Le César, dans son enquête, et ça corrobore un peu l'idée qu'on avance, cet émiettement du secteur, en moyenne, chaque entreprise utilise une dizaine de produits de sécurité. Donc c'est vraiment c'est vraiment un problème. C'est un problème. Parce que pour le RSSI, c'est un casse-tête de savoir qui va avec qui, comment organiser tout ça. Donc c'est sans doute une des voies, et il y a un certain nombre de sociétés qui essaient de se constituer en plateforme sur lesquelles on va pouvoir plugger des fonctions spécifiques, mais on n'y est pas, et on est encore face à un marché qui est très émietté. Et puis Guy, on conclut cette première partie par, j'allais dire, le tsunami de la semaine, puisqu'on parle quand même de la bagatelle de 70 milliards de dollars. Hein. Oui. Alors ça nous concerne pas directement en termes d'activité, puisque c'est de jeux vidéo dont il est question, mais l'acheteur nous concerne directement, parce que c'est Microsoft. Alors je sais qu'on parlait il y a pas si longtemps de ça, d'un abandon de la division Xbox. Hein. Oui. C'est toujours une rumeur récurrente autour de Microsoft, mais finalement il n'en est rien, parce que 60 milliards pour acheter Activision, Blizzard, c'est quand même pas là. C'est la plus grosse. C'est la plus grosse, sauf qu'on ne sait pas très bien où la classer, parce que finalement c'est la plus grosse acquisition dans le domaine de l'IT, mais c'est pas dans l'IT. Microsoft est dans l'IT, mais Activision ne l'est pas, donc c'est un peu difficile. Toujours est-il que c'est vrai. En tout cas, pour donner un ordre d'idée, quand même, Guy, je vous coupe, ça dépasse le rachat de Dell. Dell EMC. EMC, qui était 67 milliards. C'est ça. Donc c'est plus que ça, c'est considérable. Sachant que Microsoft a les poches un peu plus pleines que Dell. Oui. On voit bien Dell à la suite de ce rachat qui est constitué, Dell Technologies a été, alors on ne sait pas si c'est plus ou moins obligé parce qu'il y avait quand même une dette importante à rembourser, à se séparer d'un certain nombre de filiales. Là, pour le coup, Microsoft on n'est pas inquiet de problème pour financer ça. Donc c'est pour Microsoft aussi, c'est important parce que pour Microsoft, c'est le rachat le plus important et de très loin, puisque celui qui vient en deuxième, c'est LinkedIn, 26 milliards. On ne sait pas trop très bien d'ailleurs la synergie qui est entre Microsoft et LinkedIn quelques années après le rachat. Après, il y a Nuance. Nuance, c'est de l'intelligence artificielle. Pour la reconnaissance vocale. Je veux pas dire que ça mange pas de pain, mais on peut injecter la technologie un peu partout. Il y a eu aussi Skype. Là, Skype, pareil, c'était peut-être pas la meilleure acquisition. Il y a eu Nokia. Nokia, c'est pareil, vu le résultat de Microsoft dans le domaine du mobile. Donc, je dirais que c'est un résultat un petit peu mitigé. Alors, avec ce rachat, Microsoft. Alors, comme vous le disiez. Quand Satya Nadella avait racheté, elle va pas racheter encore, mais était venu, avait remplacé Steve Ballmer, on avait effectivement, comme vous le disiez, on pensait qu'il allait se séparer de cette partie grand public, et donc pas du tout, puisque récemment, donc il a racheté deux ces petites entités, Mojang, et puis alors, je dirais franchement, c'est un domaine que je connais très peu, mais Zenimax, donc pour deux et alors Mojang, c'est quand même pour près de 10 milliards de dollars. Non, c'était moins que ça. Moins que ça. Et Zenimax, c'était 8 milliards, donc quand même des montants pas significatifs, quoi. Et puis là, évidemment, ça explose complètement, donc ça fait de Microsoft le numéro 3 dans le domaine du jeu vidéo. Donc il y a évidemment Sony et sa PlayStation, il y a Tencent, et puis il y a les développeurs de jeux comme Electronic Arts et puis Ubisoft, donc ils sont sur un autre domaine. Enfin bon, en tout cas, ça va bousculer le secteur. À supposer que il y a l'autorisation parce que il y a des possibilités de concentration trop importantes. Et on sait qu'en ce moment les autorités quand même regardent d'assez près maintenant ce genre de choses. Et donc Activision en tant qu'entreprise, ça pèse 8 milliards l'année dernière 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 2 milliards de bénéfices nets, donc ça belle marge bien, et surtout 400 millions d'utilisateurs en ligne. Et en fait, c'est ça ce qui est
Je ne sais pas si toutes ces entreprises ont une idée très claire de ce que ça va devenir, mais en tout cas, c'est une orientation. Et Facebook, Mark Zuckerberg a parlé du métaverse. Hein, c'est un peu lui qui avait lancé l'idée. Et on voit bien, il y a eu plusieurs annonces ces derniers temps qui montraient que les entreprises voulaient se positionner sur ce nouvel univers. C'est vrai que les leaders du jeu vidéo sont évidemment... le jeu vidéo sera certainement, je dirais, un des éléments qui permettront de construire cet univers parallèle. Je ne sais pas si on aura, nous, l'occasion d'en voir la réalité, mais parce que ça va pas se faire en 2 jours. En 2 jours. Alors, le dossier de la semaine 10, c'est les dépenses technologiques des entreprises françaises qui, ma foi, se portent bien, hein, et malgré, j'allais dire, le contexte, ou peut-être à cause du contexte, reste à un niveau élevé. En tout cas, c'est ce que dit un rapport de Forrester. Alors, le rapport de Forrester, donc, il est intéressant dans le sens où c'est des projections pour 2022, et donc ils indiquent que les dépenses devraient croître de l'ordre de 5,5-6%. Donc c'est en France. Et en Europe, on est à des niveaux à peu près comparables. Donc ça, c'est une première donnée, sachant qu'il y a eu 2020 où il y a eu une chute, et il y a eu beaucoup de statistiques comme ça. Par exemple, le taux de croissance du PIB. Oui, bien sûr. On dit ça a explosé, sauf que l'année d'avant, ça s'était effondré. Donc, faut que tout comparer à 2019. Donc ça, c'est la première donnée qui est intéressante dans cette étude. La deuxième indication, c'est que finalement, la France est la deuxième puissance en termes de puissance économique, en termes de dépenses IT, devant l'Allemagne. C'est un peu surprenant. La première, c'est le Royaume-Uni, 225 milliards, la France 175 et l'Allemagne 160 ou 165. Donc c'est pas des grosses différences, mais si on rapporte ça à la puissance économique de chacun des pays, on aurait pu penser que l'Allemagne soit en tête, par exemple. L'Allemagne soit en tête. Donc ça, c'est première remarque, ou deuxième remarque. Et alors l'étude Forrester fait une espèce de corrélation. Je sais pas s'il y a un lien de causalité, mais en tout cas de corrélation entre, je dirais, l'intensité de la dépense et puis le nombre de brevets qui sont déposés. Et donc montre que finalement, plus un pays, par exemple la Suisse, qui dépose pas mal de brevets relativement à sa population, bien à un niveau de dépenses informatiques assez élevé, très élevé. Donc c'est une constatation qui est faite. Alors il y a d'autres éléments qui sont couverts. Il y a évidemment par exemple le fait que le taux d'imposition en France soit un handicap pour le pays parce que les entreprises n'ont pas trop envie de s'y installer. On avait parlé par exemple récemment, vous vous souvenez de l'investissement d'Intel qui est allé en Allemagne plutôt que en France. Et ils regardent l'Irlande et ils se disent effectivement en Irlande tous les grands acteurs ont un bureau, ont une usine de fabrication ou un centre de recherche et développement en Irlande parce qu'il y a des conditions qui sont extrêmement favorables. Et puis le dernier enseignement, c'est le cloud. Le cloud, ça surprendra personne, des taux de croissance de l'ordre de 30% par an pour les années à venir, pendant plusieurs années. Mais finalement, on arrive en 2030 avec le cloud qui représente 30% de l'ensemble des dépenses. Donc tout n'est pas cloud. Voilà, on a l'impression parce qu'on en parle tellement en termes de temps d'antenne, si je puis dire. C'est sûr que le cloud viendrait en numéro 1, mais la réalité n'est pas encore tout à fait celle-là. Et donc en petit complément à ça, c'est que dans le cloud, il y a une partie qui sera très importante, qui est le edge, donc c'est la périphérie. Et ça, c'est là où finalement les données vont être traitées de plus en plus dans les années à venir, avec également une autre donnée importante, c'est qu'elles vont être traitées en temps réel. Parce que évidemment, et ça on comprend assez facilement, si on n'a pas le résultat des données dans les temps impartis, ça sert plus à rien. Ça sert pas à grand chose. Donc cette notion de développement en périphérie, donc à l'edge, en temps réel des données pour pouvoir prendre les bonnes décisions, est une notion importante qui va être mise en place de plus en plus. Très bien. Alors Guy, ça c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, enfin les semaines à venir d'ailleurs, parce que c'est mi-février, vous avez retenu comme événement l'événement de nos confrères et camarades d'IT for Business, événement virtuel sur le sujet évidemment de ces dernières années, la digital workplace, donc post-Covid. Je sais pas si on peut encore dire post-Covid ou non. Alors oui, où est-ce qu'on en est Oui, les mauvaises langues pourraient dire ça arrive un peu tard. On a dû faire ça il y a 2 ans. Ça a été fait déjà il y a 2 ans, je crois. Je pense que l'histoire n'est pas finie et donc tout le monde le dit. On va rentrer dans un mode hybride. Donc la notion de digital workplace
workplace est tout à fait centrale. Et de plus en plus complexe. De plus en plus, elle devient très complexe. Donc c'est le jeudi 17 février, c'est à 9h30. Hein, c'est en live, comme on dit, mais ceux qui ne peuvent pas se libérer, ils pourront la regarder ensuite. Et alors, elle présentera à la fois les outils, mais aussi les sécurités, l'environnement général, avec, je dirais, 3 beaux intervenants chez les utilisateurs, hein, puisqu'on a le LCL, on a la BPCE, et puis on a le troisième, c'est un autre, c'est la MGEN, donc la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale. Donc, je dirais trois belles organisations, et je pense que ce sera très. Alors, la MGEN, je sais pas, la Digital Workplace pour l'éducation nationale, c'est la mutuelle, donc bon, c'est la mutuelle. C'est vrai que donc ça s'y prête. Et puis on conclut par un traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Aussi, c'est plutôt un coup de cœur, ou en tout cas un encouragement, coup de chapeau à Europol, qui a frappé un grand coup en matière de cybersécurité, puisqu'ils ont ils ont arrêté et démantelé un VPN lié au réseau de cybercriminels. Alors effectivement, c'est des serveurs VPN Lab qui utilisent OpenVPN, qui mettaient en œuvre, qui activaient des logiciels de ransomware comme Ryuk, dont on a déjà beaucoup parlé, mais quand même très très offensif. Et là, c'est vraiment un grand coup de chapeau à Europol, puisque Europol, c'est une organisation d'organisations, hein, qui et on voit bien que comme la cybercriminalité est maintenant une entreprise internationale, pour y répondre, il faut absolument des organisations internationales avec une bonne coordination entre les différentes entités. Et là, clairement, c'est une quinzaine de serveurs qui ont été démantelés. Alors on se dit c'est pas très grave, s'ils sont tous dans une même pièce, c'est pas compliqué, sauf cette quinzaine de serveurs étaient disséminés dans 10 pays différents. Donc vous voyez, c'est un peu rechercher une épingle dans une botte de foin. Donc un grand bravo à Europol et donc c'est quand même un coup qui a été porté à ces acteurs qui empoisonnent la vie, surtout quand on voit parfois les attaques de ransomware en pleine crise de Covid sur les hôpitaux. On se dit franchement que oui, il y a mieux à faire. Guy, je propose qu'on conclue cette note positive. Hein, et je vous remercie encore une fois de votre expertise et de vos analyses. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, Mais en attendant, je vous souhaite évidemment un très beau week-end, une très belle semaine à toutes et à tous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci et à très bientôt.